merci. Merci à Patrice que je ne vois plus. Il est descendu. Voilà. Une petite confidence. Je connais Patrice depuis très longtemps parce que j'ai été son prof d'histoire et géographie, il ne faut pas oublier, au lycée Voltaire. Je vous laisse compter il y a combien d'années. Alors merci pour cette invitation. Il me semble que j'étais déjà venu à un café histoire au tout début, autour du procès de Nuremberg. Ça fait, à mon avis, 20 ou 25 ans. Alors, dans la présentation, voilà, bon, je venais de parler des années Voltaire. Voilà. Est-ce que le micro fonctionne? Est-ce qu'il y a besoin du micro? Ou est-ce que le micro fonctionne? Il y a besoin. Bon, ok. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon. Alors, que dire? C'est vrai que je suis une spécialiste de la mémoire de la Shoah et que, quoi que je fasse pour montrer que je peux faire autre chose, ça n'imprime jamais. Dans ma bibliographie, il y a un ouvrage qui m'a pris quand même 5 ou 6 ans, qui fait à peu près 700 pages, et qui s'appelle Maurice et Jeannette, biographie du couple Thorez. Alors le couple Thorez, pour les plus jeunes, c'est Maurice Thorez, qui a été le secrétaire général du Parti communiste, inamovible, disons pour faire vite, de 1930 à sa mort en 1964, et qui a été le compagnon puis le mari d'une dame qui s'appelait Jeannette Vermèche. D'où le titre du livre, Maurice et Jeannette, que j'avais piqué quand même à Marius et Jeannette de Guédiquian. Quand j'ai fait ce livre, j'ai fait un gros chapitre qui s'appelle « Les vices de la bourgeoisie », entre guillemets bien sûr. Alors les vices de la bourgeoisie, c'est toute la façon dont Maurice et Jeannette ont considéré les choses du sexe, c'est-à-dire leur rapport à l'avortement, à la contraception, à l'homosexualité, à toutes ces choses-là. Et c'est en travaillant sur cette thématique que mon attention a été attirée par les débuts de la lutte pour la libéralisation de la contraception, c'est-à-dire contre cette loi. Alors, Patrice, vraiment bravo pour ce livret. Donc, vous pourrez lire tous les articles de cette loi de 1920. Quand on fait de l'histoire, on essaye d'être systématique. Donc, à l'époque, j'ai lu toute la littérature qui portait sur ces questions-là, c'est-à-dire sur le mouvement de combat pour la contraception. Et je suis tombé sur une référence constante à un procès de Ginette et Claude Bach. Et je me suis étonné que ce procès soit mentionné constamment, avec des petites variations. Ils auraient été condamnés pour infanticide, pour abandon d'enfants. Et je me suis dit, mais personne n'a jamais été mettre son nez dans ce procès, dans cette affaire des époux Bach. Et je pensais que c'est très facile, parce que quand il y a un procès, il y a des traces en archives, et il y a normalement un dossier avec l'instruction du procès. Et un jour que nous dînions ensemble, je ne sais pas si on était toutes les deux ou s'il y avait d'autres convives, on était toutes les deux, on bavardait comme ça, et je dis à Daniel, quand même, toi qui as déjà travaillé sur un procès, comment peux-tu expliquer que personne n'a jamais regardé ce procès? Et je te passe la parole. Personne ne l'avait jamais regardé parce que vous savez, vous m'entendez? Oui. C'est souvent comme ça en histoire. L'histoire, c'est une discipline cumulative, c'est-à-dire que quand on commence à travailler sur un sujet, on regarde ce qui a déjà été écrit et puis on travaille à partir de ce qui a déjà été écrit. Donc, ce qu'il y avait de bizarre, c'est que tout le monde citait cette affaire Bach sans expliquer ce que c'était. Or, il se trouvait, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, moi j'ai des
des champs de recherche assez ouverts. Et je venais d'écrire un livre. Là aussi, je l'avais écrit à deux, parce qu'à deux, c'est toujours plus marrant que tout seul. Et sur une histoire absolument extravagante d'un déserteur de la Première Guerre mondiale qui, pour échapper aux recherches, donc il déserte en 1915, il est tout jeune, il trouve que... non, je parle plus dans le métro. Est-ce qu'il est ouvert? Il faut que j'éteigne le mien et que tu ouvres le tien. Vas-y, ça devrait être mieux. C'est mieux? Oui. Donc, il ne veut pas retourner au front après avoir été blessé une première fois. Il déserte mais il est passible du conseil de guerre. Donc, il quitte le front, il retourne à Paris chez son épouse, sa chère Louise, qu'il aime beaucoup, et il se déguise en femme. Il se déguise en femme pour échapper aux recherches. Et ce déguisement va durer 10 ans, parce qu'après la première loi d'amnistie de 19, comme il a abandonné, il a fait un refus d'obéissance, parce qu'on lui avait dit qu'il devait retourner au front, donc il n'est amnistié qu'en 1925. Et donc de 1915 à 1925, il est une garçonne, il est travesti, et il a toute une histoire que je vous raconte pas parce que c'est pas le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour raconter son histoire, on avait tout un dossier d'instruction, puis après on a trouvé d'autres documents, mais ça nous a permis de faire un petit livre qui a eu beaucoup de succès, pas tant en tant que livre, parce que les livres d'histoire ça se vend pas tellement, mais une BDiste, Chloé Cruchaudet, avait entendu cette histoire à la radio, elle en a fait une BD, la BD s'est vendue à 60 000 exemplaires et même plus, elle a eu un prix et ça a fait connaître l'histoire, et après c'est même devenu un film qui est le film d'André Téchiné qui s'appelle Nos années folles. Et donc Annette me dit, tu as l'habitude de travailler sur un procès, allons-y, on va chercher le dossier d'instruction, on va le trouver, puis on va faire le livre, ça va pas être compliqué. En fait, ça a été beaucoup plus compliqué que ça, n'est-ce pas? Bon, alors, on a fait vous savez que, puisque vous fréquentez les cafés histoire, vous savez que un historien, une historienne doit toujours donner ses sources, c'est-à-dire les documents originaux ou les témoignages originaux qu'il a consultés et une bibliographie. Donc nous, on a décidé de donner, non pas nos sources comme ça, mais de faire une sorte de journal d'enquête. Alors, ce journal d'enquête, ça nous a menés dans différents endroits, mais surtout, on savait que la pièce maîtresse, c'était le dossier. Alors, on va quand même vous dire ce que c'est que l'affaire des époux Bach en deux mots. En deux mots. Alors, avant de vous expliquer comment on a fini par écrire cette histoire, donc, Claude et Ginette Bach ont 25 ans en 1953. Ils se sont mariés en 1948 à Saint-Ouen, car ce sont des habitants de Saint-Ouen. Lui est ouvrier et elle est bonne à tout faire chez un pharmacien. Donc c'est vraiment un couple des classes populaires. Ils habitent un petit appartement pas si mal par rapport à la situation du logement en France à cette époque, mais pas si bien que ça. C'est un petit appartement. Il y a les toilettes à l'intérieur, c'est important parce qu'il y en avait pas partout. Il y a l'eau dans la cuisine. Il y a évidemment pas de salle de bain. Et ce qui nous intéresse là, c'est que donc quand ils se sont mariés en 48, elle était enceinte. Et l'enfant né à la fin de l'année, au début des années 49 ou fin 48 ou début 49, peu importe. Et après, ils ont un enfant tous les ans. Donc un premier garçon, un deuxième garçon, une fille, une quatrième fille. Et au moment où débute cette histoire, Ginette est enceinte de son 5e enfant. Et elle n'en peut plus. Elle est totalement déprimée. Elle a à la fois ce qu'on appellerait maintenant une dépression postpartum. Et pour
noircir le tableau, elle est née avec un bras paralysé. Alors, pourquoi on a regardé dans le dossier médical, pourquoi est-elle née comme ça, on ne sait pas exactement. Bref, elle peut rien faire de la main droite qu'elle a le long du corps. Ce qui, quand on a 4 petits-enfants, c'est quand même pas très pratique. Hein. Et puis, il n'y a pas ni de femme de ménage, ni de nounou ni de pour machine l'aider. à laver, ni de couches jetables. Oui, c'est les couches, on les lave à la main hein, dans les années 50. Bon. Et sa 4e enfant, cette petite fille Danielle, est née elle aussi avec le même handicap. Pourquoi, on ne sait pas non plus, mais en tout cas, l'arrivée de cette 4e enfant, alors qu'elle a 3 bambins, qu'elle en peut plus, qu'elle est fatiguée, ça n'a pas été une maternité heureuse, pour prendre le contraire du titre. Et en plus, elle découvre qu'elle est enceinte pour une 5e fois. Ce qui fait qu'elle est totalement anémique, elle ne fait plus rien et surtout, elle ne s'occupe pas des 2 dernières filles, dont la 4e, qu'elle ne nourrit pas. C'est un bébé qui, malgré son handicap, pesait 4 kilos à la naissance, donc c'était un beau bébé malgré son infirmité. Elle ne la nourrit pas, elle ne la change pas, elle s'occupe plus ou moins bien des autres. Enfin, ça va de mal en pis, jusqu'à ce que, à 8 mois, la petite Danielle, elle s'appelait Danielle, meurt en fait de faim et de manque de soins. Et le médecin légiste qui vient constater le décès comme c'est légal, ne donne pas le permis d'inhumer, et le lendemain matin, les parents sont arrêtés. La qualification de leur crime ou délit, on ne sait pas encore, n'est pas directement infanticide, mais c'est manque de soins à enfants. Et là démarre le début de l'affaire des époux Bach. À toi. Alors, on va aller un peu rapidement hein, pour laisser plein de temps pour vos questions. Donc, il y a un premier procès. C'est un procès en cour d'assises, aux assises de la Seine. Hein, les plus anciens se rappellent peut-être que la Seine, à l'époque, c'était beaucoup plus grand que la Seine aujourd'hui, puisque ça englobait toutes les communes de la banlieue qui sont devenues après la Seine-Saint-Denis, la Seine, le Val d'Oise, enfin toutes ces communes-là. Et les deux ensemble. Alors, pour nous, ça a été une surprise. C'est-à-dire, quand nous, on s'était dit, ils vont charger la femme, et puis l'homme, il va rien écoper du tout. Mais pas du tout. Le juge d'instruction met Claude Bach devant ses responsabilités en lui disant vous n'avez rien vu, c'est quand même vous qui l'avez mise enceinte, et ils sont tous les deux condamnés à 7 ans de prison. Alors, dans notre morale d'aujourd'hui, ça semble beaucoup, hein, quand il y a des histoires de faits divers comme ça, on a l'habitude maintenant que les condamnations sont généralement des condamnations plus symboliques. Mais 7 ans, c'est pas non plus énorme, parce qu'il y a quand même la mort d'un bébé. Donc, ils sont condamnés à 7 ans de prison. Ils n'ont pas le même avocat. Ginette, c'est des avocats commis d'office, bien évidemment. Et on commet pour Ginette une avocate qui s'appelle Odile Fleury, qui a le même âge qu'elle, et qui est très brillante. Hein. Elle a gagné le concours de la conférence qu'on appelle. Donc, c'est à ces avocats très brillants qu'on donne les affaires un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Et les avocats trouvent un vice de forme. Et le jugement est cassé. Alors, quand il y a le procès, on ne peut pas dire que ça fasse un bruit énorme, mais il y a quand même quelques articles de journaux, notamment des journaux qui n'existent plus, l'Aurore, et la photo que Patrice a mise sur le petit livret que vous avez, c'est une des photos du procès. D'ailleurs, on peut se dire qu'à l'époque, avant l'affaire Dominici, on a le droit de photographier à l'intérieur des prétoires. C'est après 56 que ça va être strictement interdit.
et qu'à la place de photos, on aura seulement des dessins de presse. Donc le procès est cassé, la presse en fait l'écho, d'une façon les parents indignes, les bourreaux d'enfants, enfin, il n'y a aucune empathie à l'égard de ces deux jeunes mariés et de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire laisser mourir leur enfant. Le procès est cassé. Et c'est là que l'air du temps change très légèrement et que va apparaître un acteur, une actrice, je ne sais pas comment on dit, une actrice latérale, qui est une dame gynécologue qui s'appelle Marie-Andrée Lagroix-Veillalé. Alors, Marie-Andrée Lagroix-Veillalé est une relativement jeune, 35, à peu près 35 ans, gynécologue. Et, est-ce que tu veux continuer? Non, vas-y. Je continue, bon, tu me dis. Hein. Et elle est mariée à un monsieur qui s'appelle Benjamin Veillalé, qui a 40 ans de plus qu'elle, qui a été l'homme qui a introduit la vaccination, c'est pas l'inventeur, mais c'est celui qui a introduit la vaccination du BCG. Et c'est un homme qui est très préoccupé de prévention et d'une science qui a comme nom la puériculture, qui n'est pas tout à fait la puériculture des puéricultrices d'aujourd'hui. La puériculture, c'est une branche de la médecine qui se préoccupe de la santé de la mère et de l'enfant avant la naissance jusqu'à la naissance. Et il appartient à un courant qui pense qu'il vaut mieux moins, mais mieux. Le maître de cette discipline, qui s'appelle Adolphe Pinard, dit qu'il faut que la femme ait des enfants pour qu'elle s'épanouisse pas trop, 5 ou 6. C'est pas la même période qu'aujourd'hui. Oui, voilà. Il dit ça dans les années 1920. Voilà. Et il emmène, c'est en plus quelqu'un d'un peu particulier, on a du mal aujourd'hui à voir ça. Il est communisant, il est en même temps sioniste, c'est-à-dire pour la création d'un État en Israël, et il appartient à ces médecins qui pensent qu'effectivement il faut faire quelque chose pour empêcher ces naissances qui aboutissent à des enfants malades, maltraités, pas heureux. Et il emmène sa jeune épouse dans une tournée qu'il fait aux États-Unis, qui est en fait une tournée de promotion de la vaccination contre le BCG. Vous savez que la tuberculose est quelque chose qui a été une maladie qui a fait des ravages jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois la vaccination, puis ensuite des médicaments qui ont permis de guérir la tuberculose. Et là, pendant que lui fait ses conférences, il dit à sa femme, tu devrais aller voir la clinique du Dr Stone, et ce sont les cliniques où on apprend aux femmes ce qu'on appelle le planning familial, c'est-à-dire les méthodes de contraception. Marie-Andrée Lagroix, ça lui plaît pas. Elle est catholique et elle trouve qu'un médecin n'est pas là pour empêcher des naissances, mais qu'un médecin est là pour soigner, pour aider les femmes, mais pas pour faire qu'elle n'ait pas d'enfants. Et puis petit à petit, dans sa pratique de gynécologue, elle voit les ravages que fait l'avortement. Alors, j'ai enseigné, Patrice, 1000 excuses, j'ai enseigné des années en lycée, la merveille qu'était le baby-boom. Le baby-boom, c'est, enfin, Daniel et moi, on en est des produits, hein. Le baby-boom, c'est cette espèce de natalité extraordinaire qui, on va aller vite, hein, qui suit, enfin, ça commence un peu avant, mais enfin, qui suit la Seconde Guerre mondiale, et on expliquait, après une guerre, la vie reprend, les gens sont contents, les gens font des enfants. Mais quand j'enseignais cela, je n'avais pas conscience qu'à côté du baby-boom, il y avait aussi un boom de l'avortement, avec une multitude de drames qui étaient les milliers de femmes qui mouraient de ces avortements, les femmes qui restaient stériles après les avortements.
Et c'est ça que constate Marie-André. Et elle commence à décider qu'elle va convaincre le milieu médical du bienfait de la contraception, alors qu'il y a une loi qui est donc la loi de 1920, loi qui est une loi de circonstance, puisqu'elle a été votée juste après la Première Guerre mondiale, où il y avait eu 1 300 000 morts, surtout des hommes, plus des mutilés. Et donc l'idée, c'était que pour que la France se repeuple, eh bien, il faut absolument encourager la natalité. Alors, encourager la natalité, c'était pas en donnant des allocations familiales ou des choses comme ça, c'était en interdisant la propagande et la vente des moyens contraceptifs. Il n'y avait pas de pilule en 1920, mais il y avait quand même des préservatifs, moyens contraceptifs bien connus et surtout utilisés à l'armée. Dans les armées, les soldats recevaient des préservatifs pour empêcher les maladies vénériennes. Ça n'avait rien à voir avec la contraception, c'était prophylactique. Donc, empêcher cette diffusion des préservatifs masculins, des préservatifs féminins, parce que ça existait déjà, donc la propagande et la vente. Donc, en fait, la contraception était interdite. Ça revient à ça. Plus, évidemment, la poursuite des avortements. C'était deux choses différentes qui étaient incluses dans la même loi. Donc, en 1950-53, là où on est, la propagande et la vente des contraceptifs sont toujours interdits. Et donc, la grande idée de Marie-André Lagroix-Weill, c'est qu'il faut changer la loi et il faut permettre aux femmes et aux familles, parce que Annette a bien dit qu'elle était catholique, c'était une catholique pratiquante. Et l'avortement, pour elle, c'était un crime, ça ne se faisait pas. Mais pour prévenir les avortements et donc empêcher des naissances trop rapprochées qui donneraient donc trop d'enfants, c'était l'eugénisme, la puériculture dont on parlait tout à l'heure, il vaut mieux moins d'enfants, mais qui soient mieux soignés. Donc, son idée, c'était de convaincre à la fois les milieux médicaux et les milieux politiques d'autoriser la vente et la diffusion, l'instruction des moyens contraceptifs pour donc éviter les drames de l'avortement. Alors, et d'autant plus que cette contraception donc existe aux États-Unis, je veux dire ce n'est pas interdit, au Royaume-Uni et dans les pays du Nord. Donc, elle essaye de convaincre d'abord les milieux médicaux, puisqu'elle est gynécologue, et aussi les milieux politiques, qu'il faut changer la loi de 1920. Elle commence par le milieu médical, en faisant des publications. Elle n'est absolument pas entendue. Le milieu médical, dans les années 1950, c'est majoritairement un milieu masculin. Il y a très peu de femmes médecins, mais c'est le moment où l'obstétrique qui est chirurgicale et qui donc est trustée par les hommes, et la gynécologie médicale, c'est-à-dire tout le suivi des femmes enceintes, commence à se diviser, et il y a une entrée des femmes dans la gynécologie. Il y en a un peu plus. Donc la Marie-André, elle essaye d'alerter les milieux médicaux, et on lui dit c'est pas intéressant, c'est pas de la médecine, c'est encore des histoires de bonnes femmes, donc elle est absolument pas écoutée. Donc elle essaye à plusieurs reprises, ça marche mal, et là-dessus, elle tombe sur l'affaire des époux Bach. Alors on n'a pas trouvé exactement comment elle a connu l'histoire, mais il y a eu, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu quelques articles dans les journaux, et donc elle se dit, ah, voilà une affaire
qui peut sensibiliser l'opinion, pas seulement les médecins qui sont vraiment réfractaires à cette idée, mais on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Et en effet, ça marche. Vas-y. Voilà, donc second procès, qui est cette fois à la cour d'assises de Versailles. Et là, Marie-André Lagroix-Veillalé entre en contact avec Odile Fleury. Alors, on a eu de la chance parce qu'on a retrouvé Odile Fleury, qui a à peu près 90 ans, qui est une vieille dame absolument charmante et qui a malheureusement détruit ses dossiers. Quand elle a déménagé. Voilà, mais qui gardait une bonne mémoire de l'affaire. Donc, elle va voir Marie-Odile Fleury et au deuxième procès à Versailles, elle témoigne, comme on dit, sur le fond, c'est-à-dire qu'elle explique que ce drame aurait pu être évité si ces jeunes gens avaient eu une éducation et un accès à la contraception. Et le second procès, l'atmosphère a un peu changé, si bien qu'ils sont condamnés à 2 ans de prison, et comme l'un et l'autre ont déjà fait de la prison, ces 2 années sont couvertes par la détention préventive. Donc c'est la première fois qu'il y a une chambre d'écho. Mais ils ne vont pas s'arrêter là, Marie-André Lagroix. Donc les époux Bach sortent de prison et ils sortent aussi de notre livre. Je réponds à la question que vous n'avez pas posée, mais que vous pourriez poser. Non, on n'a pas cherché à retrouver les enfants. D'abord, Bach, c'est un nom pourri pour Google. Quand vous cherchez Ginette Bach sur Internet, vous avez toutes les Ginette Bach qui ont eu leur bac depuis qu'Internet existe. Donc, alors que Internet est quand même une grande aide pour la recherche, là, ça ne nous a pas beaucoup servi. Mais ça a été aussi délibéré. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, il y a cette affaire, on traite l'affaire à partir du moment où ils redeviennent des personnes privées, on n'a pas à se mêler de leur vie. On est quand même allé sur la tombe de Ginette. Si vous posez une question, on vous décrira la tombe tout à l'heure. Voilà. Mais ce second procès, ça booste en quelque sorte les époux Veillalé qui, d'une part, décident de faire une vraie campagne de presse. Alors, je vous ai dit qu'il était à la fois communiste et sioniste. Donc, j'ai pas dit ça simplement pour montrer que je connaissais un peu l'histoire du judaïsme, hein. C'est pas pour ça. C'est parce que dans ces milieux-là, ils font la connaissance d'un journaliste qui s'appelle Jacques Derogy. Jacques Derogy est journaliste à Libération. Libération, c'est pas le Libération d'aujourd'hui, enfin même s'il en est quand même l'héritier, hein, c'est pas un hasard s'ils ont pris ce titre, mais c'est le Libération d'Acier de la Vigerie, c'est le journal qui naît de la résistance. Donc, il discute avec Jacques Derogy, et Jacques Derogy fait une grande enquête, plusieurs jours de suite, sur les questions de l'avortement. Et cette enquête a un écho extraordinaire, et c'est à partir de ce moment-là que toute la presse plutôt de gauche, hein, Libération, France Observateur, l'Express, va publier beaucoup de choses et que les femmes vont prendre la parole. Mais dans le même temps, une jeune femme qui s'appelle Evelyne Sulreau va prendre contact avec Marie-André Lagroix-Veillalé. Elle lui écrit une longue lettre, donc elle a eu connaissance par la presse des interventions de Marie-André Lagroix-Veillalé, et elle va voir le couple Veillalé. Et elle leur dit, on devrait créer une association que de femmes. Et cette association que de femmes pourrait promouvoir l'idée qu'il faut la libéralisation de la contraception. Et le 8 mars
1956, Évelyne Sullereau, secrétaire générale, dépose les statuts d'une association qui s'appelle la Maternité Heureuse et qui devient, 2 ans après, Maternité Heureuse, la section française du planning familial. Voilà un peu ce qui nous a intéressés dans cette histoire, c'est-à-dire de montrer comment un fait divers peut, suivant la formule de Daniel, devenir un fait de société et avoir un effet dans l'histoire. Alors, ça ne va pas s'arrêter là, malheureusement, parce qu'en 1956, après la dissolution de la Chambre par Edgar Faure, arrive une majorité qu'on appelle le Front républicain, et c'est une majorité qui devrait permettre de faire passer la loi où il y a un seul article, qui est l'abolition des 2 articles qui concernent la contraception dans la loi de 1920. Or là, il y a une surprise pour beaucoup de gens, qui est que le Parti communiste va s'opposer à la suppression de ces articles. Il y a cet article retentissant de Jeannette Vermeer disant que les prolétaires vont quand même pas attraper les vices de la bourgeoisie, c'est pour ça que j'avais intitulé mon chapitre « Les vices de la bourgeoisie », et le Parti communiste allié aux catholiques va s'opposer à la libéralisation de la contraception. Il faudra attendre encore une 12aine d'années avec la loi Neuwirth. Voilà. On peut continuer, hein, si vous voulez, mais on peut aussi répondre aux questions. On est 3/4 d'heure, qu'on nous a demandé. Vous avez même fait plus court. Oui, on va peut-être raconter l'histoire du dossier, parce que ça, Oui. c'est intéressant. Voilà. Bon, donc on dit fastoche, on va avoir le dossier. Alors, d'abord, on n'avait pas compris, on met un peu de temps à comprendre qu'il n'y a pas un procès, mais 2 procès. Donc on trouve bien aux archives de Paris. Vous savez que les archives, c'est un réseau hiérarchisé, c'est-à-dire qu'il y a des archives quand c'est celles de l'État ou de la nation qui sont aux archives nationales, mais qu'ensuite il y a des archives départementales et les dossiers d'assises sont dans les archives du département de la cour d'assises. Donc on va à Paris, on trouve rien. Et on comprend qu'il y a ce second procès et que le dossier a dû suivre. Les dossiers migrent et vous trouvez toujours le dossier dans la dernière affaire. Alors, on se renseigne aux archives de Versailles, enfin Saint-Quentin en Yvelines, et là on nous dit oui, effectivement, il y a un dossier, on nous donne la cote, et on demande le dossier, et on reçoit un mail, ah bon, on ne trouve pas le dossier. Le dossier, on ne sait pas où il est. Alors là, c'est aussi assez intéressant, c'est la façon dont on a réagi. On s'est dit, on nous cache quelque chose. On nous cache quelque chose, c'est Versailles. Versailles, c'est conservateur. Ils ont. J'interromps Annette. On y a pensé, mais Odile Fleury, qu'on a été beaucoup voir, quand on lui a dit mais on trouve pas le dossier, où est le dossier, vous en avez pas vous des bouts dans. C'est là qu'elle nous a dit qu'elle avait déménagé, et c'est elle, donc une personne, elle aussi catholique pratiquante, tout à fait légaliste, qui nous a dit oh c'est Versailles, donc il n'y a pas que nous, hein. Voilà, bon. Donc, mais c'est quand même intéressant parce qu'on est quand même l'une et l'autre des gens assez rationnels, hein, des femmes assez rationnelles. C'est-à-dire qu'on ne voit pas du complot partout, hein, comme d'autres. Mais là, on s'est dit il y a quelque chose. Alors du coup, on s'est renseigné et il y a une sorte d'enfer dans les archives. Il y a des dossiers sensibles qui sont conservés dans une série spéciale. Donc on est allé chercher dans cette série spéciale B, je ne sais plus la cote, il n'y avait rien. Et quand même, on a trouvé scandaleux, disons les choses comme elles sont, qu'un dossier disparaisse et que de façon désinvolte, on nous dise « Oh ce dossier, on ne sait pas où il est ». Donc on a remué le ciel et la terre des archives et on a commencé à chercher autour. Parce que c'est un vieil historien qui m'avait dit une fois, tout dossier a un petit frère. C'est-à-dire que c'est vrai que pour beaucoup de dossiers, il y a un deuxième dossier. C'est-à-dire qu'on peut contourner le manque du dossier.
Alors, on a fait beaucoup de dépôts d'archives. On est allé aux archives municipales de Saint-Ouen pour chercher, c'était le début de ce qu'on appelle la PMI. Hein. On a cherché dans toutes les séries, on n'a rien trouvé. On s'est dit peut-être la presse locale. Alors, manque de peau, la presse locale était en voie de numérisation, donc inconsultable. Mais on a fini par la voir, il n'y avait rien dans la presse locale. Enfin, on a fait tout ce qui était possible de faire en matière d'archives. Et puis, on a commencé à voir si on pouvait, parce qu'on était quand même accrochés dans cette... on avait quand même envie de faire ce livre. Hein. Et finalement, au bout d'1 an et demi, on donne les dates dans notre journal d'enquête. On reçoit un mail. Bonne nouvelle, mesdames, ils avaient retrouvé le dossier. On n'a jamais su, c'est quelque chose de très banal, hein, le dossier avait été égaré, mal rangé et tout. Donc, une archiviste nous a dit, oui, on a fait une battue, voilà. Mais on a retrouvé le dossier. Et quand on a eu le dossier, on s'est rendu compte que si on n'avait pas eu ce dossier, on ne pouvait pas faire le livre. Parce que dans un dossier comme celui-là, il y a toute l'instruction. Et grâce à l'instruction et puis à quelques autres petites choses, on a pu tracer de façon très détaillée ce qu'était la vie quotidienne de cette famille, les dettes qu'elle avait chez l'épicier d'en face, enfin un certain nombre de choses qu'on n'aurait jamais pu connaître. Il y avait aussi les rapports des experts médicaux, donc un grand gynécologue, le professeur Desrobert, très hostile à l'avortement, et un expert psychiatre qui nous a permis aussi de comprendre. Et là aussi, on a été quand même agréablement étonnés hein, de voir à quel point les expertises étaient en fait très empathiques avec la situation de ce jeune couple. Mais ce qui est intéressant, c'est que le psychiatre, en tout cas, qui témoigne au premier procès, est quasiment non entendu, hein, inaudible, alors qu'au second procès, il est écouté. Voilà, donc là, ça a été notre aventure. Si on a fait le journal d'enquête, c'est parce qu'on est toutes les deux aussi, en dehors de chercheuses, on est aussi des profs. Et on s'est dit, voilà, ce livre qui est pas très grand, hein, si un étudiant avait voulu faire un master avec cette histoire, il n'y arrivait pas à cause des délais d'archives. Parce qu'une fois qu'on a retrouvé le dossier, donc qu'il nous écrit ce mail très chaleureux, mesdames, bonne nouvelle, on dit, ben on vient. On dit, non, pas du tout, il faut une dérogation. Parce que ce sont des dossiers qui sont soumis à dérogation. Donc la dérogation, vous faites la demande de dérogation. Ensuite, vous attendez quelques mois qu'elle soit traitée. Parce que la dérogation, on l'a par ce qu'on appelle le service versant. Donc nous, toutes les demandes de dérogation qu'on a faites, elles étaient traitées par le ministère de la Justice. Enfin, pas par le ministre, hein, mais par une personne qui disait au bout de 3 mois, c'est d'accord. Donc, il a fallu encore qu'on attende. Donc, ça veut dire qu'un travail comme le nôtre, un étudiant de master n'aurait pas pu le faire. Et nous pensons même qu'un étudiant de thèse n'aurait pas pu le faire parce que les délais étaient impossibles pour quelqu'un. Bon, nous, on est émérite. Ça veut dire tout simplement qu'on est retraité. Bon, donc, on avait plus de temps et puis... ça nous intéressait, donc chaque fois d'aller ici ou là, d'aller passer du temps à Saint-Ouen, d'aller aux archives de la préfecture de police pour trouver la trace de la morgue où avait été conduite le bébé. Tout ça, on faisait ça sans être ni stressé, ni pressé, parce qu'on n'avait pas de... Voilà. Ça, c'est un peu les aventures de cette enquête dont on a fait donc un chapitre. Oui, bonsoir. Vous avez parlé de la création de la branche française. Vous avez dit la branche française du planning familial. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un mouvement similaire ou différent à l'étranger ? Il y avait un mouvement qui était beaucoup plus avancé,
puisque l'idée du planning familial n'était pas illégale, comme je l'ai dit, ni aux États-Unis, ni au Royaume-Uni, ni dans les pays scandinaves. Donc il y avait eu une association internationale qui œuvrait pour diffuser, non seulement auprès des milieux médicaux, parce qu'ils n'étaient pas tous acquis à la contraception, mais aussi vis-à-vis du public. Et donc l'idée des Français, c'était de se raccrocher à ce mouvement international. D'autant, si je peux rajouter, qu'à cette époque illégale, il y avait toute une contrebande de diaphragme, enfin d'un certain, et de pommades permissives, je ne sais pas ce que c'est parce que notre génération n'a pas eu à en user, qui venaient d'Angleterre. Donc les femmes, les premières pionnières, les premiers médecins se sont fait envoyer ou sont allés chercher ces produits interdits, généralement en Angleterre. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir comment, parce qu'on a ça aussi aujourd'hui avec la question de la PMA pour les couples de femmes notamment. Hein. C'est intéressant de voir comment la loi est tournée, comment il y a une pratique qui est illégale, mais qui n'est pas pénalisée à outrance. Et ça a été pareil pour l'avortement, où les femmes sont allées se faire avorter en Suisse, voilà, là où c'était possible, quand elles en avaient les moyens. Alors, la réponse est oui, mais sans qu'on ait vraiment de statistiques, puisque les dossiers de l'aide sociale à l'enfance et de l'assistance publique ne sont pas consultables, donc on ne peut pas savoir, mais on le sait de manière détournée, c'est-à-dire les chiffres, je ne peux pas vous les donner. Mais quand on ouvre les journaux, Le Parisien, l'Aurore, François, mais il y a tous les jours, et une jeune femme a laissé son bébé dans la guérite de la RATP, et puis les adoptions sont assez importantes. Donc, on sait que ça existe. Après, c'est pas documenté, et justement parce que c'est difficile à trouver, les historiens ont beaucoup travaillé sur les abandons d'enfants au 19e siècle, mais pas tellement dans la deuxième moitié du 20e. Donc on ne sait pas. Mais là, il y aurait une étude précise à faire. Et là, je finis juste, la raréfaction des possibilités d'adoption dans les années 70, 80, 90, c'est aussi dû à la diminution de ces abandons. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, la chose qui nous a frappé, c'est que en somme, les arguments pour la création de planning familial pour la contraception ont été repris pratiquement à l'identique au moment de la loi Veil. La loi Veil, c'est la loi qui permet qui rend légal l'avortement. Et quand on regarde de plus près le fameux discours de Simone Veil, on s'aperçoit qu'elle est sur des positions qui sont identiques à celles de la loi Veil-Allais. C'est-à-dire que c'est un problème de santé publique. Et les gens disent, pourquoi on a donné à Simone Veil et pas à Françoise Giroud, pourquoi pas aux droits des femmes? Parce que c'était une grande intelligence politique de Giscard d'Estaing de faire de l'avortement un problème de santé publique et pas un problème de droit des femmes et de notre corps nous appartient. Ça, c'est 68 et c'était pas ni la Groix, et je ne pense pas que ça a été Simone Veil. Ce qui nous a frappé quand même, c'est que malgré toute cette législation, on a un taux d'avortement qui reste, si vous êtes travailleuse sociale, vous le savez mieux que nous, mais qui reste stable, à peu près stable, autour de 200 000. Ce qu'on trouve énorme. Et avec peut-être un peu de mégalomanie, on s'est dit que en reprenant ce combat de ces femmes, la Groix Veil-Allais, Evelyne Sulro et d'autres après,
pour la contraception, c'était peut-être aussi un moyen de ne pas parler que de l'avortement. On est bien évidemment, demain on descend dans la rue si la loi Veil est attaquée, hein, on n'est pas du tout opposé à la loi Veil, mais au contraire. Mais on trouve quand même déplorable que on ne parle pratiquement plus de la contraception dans l'espace public et que le seul sujet soit l'avortement. Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, la maîtrise de la fécondité avec des ratés, bien entendu, commence au XVIIIe siècle avec ce qu'on appelle les funestes secrets. Donc, il y avait l'idée que, oui, les femmes ne sont pas fécondes tout le temps, que les hommes peuvent avoir des moyens pour ne pas que l'acte sexuel ne soit pas fécondant. Donc, il y a un savoir qui est un savoir oral, à la fois populaire et pas populaire, avec beaucoup de ratés. Ça, c'est une chose. Alors, la baisse de la fécondité en France démarre beaucoup plus tôt que dans tout le reste de l'Europe. Et en fait, ça commence au début du 19e siècle. Et c'est pour ça aussi qu'il y a l'importance de la loi de 1920, c'est que le non-renouvellement des générations plus la saignée de la guerre de 14, il fallait faire quelque chose pour la natalité. Ça, c'est un premier élément de réponse. L'autre élément, c'est que Ginette Bach, malgré toute la sympathie qu'on a pour cette femme, elle n'était quand même pas très futée. Elle, et son mari encore moins. À un moment, le juge d'instruction dit au mari, enfin quand même, vous vous rendez compte, elle a même pas 25 ans, elle a déjà 5 enfants, vous auriez peut-être pu faire quelque chose. Et il répond, oui, je faisais quelque chose, mais sans doute c'était pas efficace. C'est-à-dire qu'il savait rien du tout. Et ils se sont pas renseignés pour savoir s'ils pouvaient faire quelque chose. Alors la méthode Ogino, en fait, elle est élaborée à la fin des années 30 et au début des années 40 au Japon. Et en fait, c'était donc le docteur Ogino, un japonais, qui était, en fait, c'était des recherches pour développer la natalité. Donc lui, son idée, c'était on va voir quand les femmes sont fécondes et comme ça, c'est à ce moment-là qu'on va faire les enfants. Et ça a été retourné, mais bon, on va pas rentrer dans les détails de la méthode Ogino, mais ça marche une fois sur deux, une fois sur trois, 3 fois sur 4. Bon. On va quand même rentrer un tout petit peu dans les détails. Hein. La méthode Ogino, elle est basée sur la courbe de la température. Donc, elle impose à la femme, avant qu'elle se lève, de prendre sa température. Donc, vous imaginez quelqu'un qui a 2 ou 3 petits, il faut, avant qu'elle se lève, prendre sa température. Ensuite, il suffit que vous soyez un tout petit peu enrhumé pour que votre température, elle monte. Donc, on dit, une des plaisanteries dans ma génération, c'est de dire, nous sommes tous des bébés Ogino. Et le baby-boom doit beaucoup au docteur Ogino, parce que la méthode Ogino, comme on disait, c'est une méthode qui fait de très beaux bébés et elle est inapplicable dans des milieux où la femme doit se lever, quoi, tout simplement, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et elle est parfaitement inopérante. C'est la seule méthode qui est accepté par l'Église, hein, oui. Si je ne me trompe pas. Voilà, par l'Église catholique. Oui, bonsoir. D'abord, vous remercier pour cette conférence. Je ne connaissais pas, moi, la fin des équipes Bac. Est-ce que vous pourriez déjà me décrire la tombe de Ginette? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est que Patrice m'a dit que vous étiez intervenu sur France Inter, c'est bien ça? Oui. Vous inquiétez des méthodes, enfin, de jeunes femmes qui voulaient de méthodes de contraception.
Ouais. Est-ce que les femmes n'ont peut-être pas un peu marre de devoir à tout prix contrôler leur corps, j'allais dire leur cœur, et que ce soit elles et que les hommes ne fassent rien, qu'il n'y ait pas de moyen de protection pour les hommes? Alors, on commence par la tombe ou par le... Ah, il y a une troisième On est question. en 2019. Est-ce que c'est une question de milieu social? Est-ce qu'on va être forcément éduqué pour ne pas avoir recours à l'avortement? Je ne crois pas que ce soit le cas. Qu'est-ce qui fait que les femmes, encore maintenant en 2019, viennent l'avortement? Voilà. Bon, ça fait trois grosses questions. Voilà, Ça c'est fait, certaines plus faciles que d'autres. Bon, on commence par quoi? Par la tombe? La tombe, parce que On ça, va commencer c'est par la facile, tombe hein. parce que ça va, c'est moins. Il y a une photo de la tombe dans notre livre. Alors, donc on a, en cherchant la suite de l'affaire de ce jeune couple, on a appris qu'elle était morte, Ginette, en 2009 et qu'elle était enterrée à Saint-Ouen. Donc, on va à Saint-Ouen, on trouve la tombe et sur la tombe, il y a écrit Ginette. Il n'y a même pas de nom de famille, ni son nom de jeune fille, ni son nom d'épouse. Et puis, juste au-dessus, il y a un nom masculin, Marc, un nom, bon, Héberite, et avec des dates. Il est mort en 62, et on ne sait pas qui c'est. Donc on a demandé, ça c'est toujours les plaisirs de la recherche, on est allé voir le monsieur du cimetière qui a cherché dans ses dossiers, et on a compris que la tombe avait été achetée et payée par Ginette en 1962, c'est-à-dire à la mort de ce deuxième occupant. Donc à force de chercher, on a trouvé que c'était son fils, un de ses fils, qu'elle a eu longtemps après et qu'elle n'a pas eu avec son mari, puisqu'il a le nom d'une autre personne. De son compagnon de l'époque. On suppose que c'est son compagnon On de est l'époque. sûr, enfin bon. Bon. Et Je vais expliquer pourquoi j'en suis sûr. Bon, alors vas-y, explique. J'explique tout simplement. Parce que c'est des choses qui peuvent vous être utiles. Non, attendez. Non, on n'est pas sûr, on n'a pas fait de test ADN. Hein. Bon, mais il faut que vous sachiez que, alors qu'il est impossible d'avoir un acte de naissance de quelqu'un qui n'est pas de votre famille, en revanche, vous pouvez avoir tous les actes de décès que vous voulez. Voilà. Donc, on est allé tout simplement, on savait qu'il était mort, il faut savoir l'endroit où il est mort. Hein. Donc, vous allez dans n'importe quelle mairie de Paris, et on est allé dans une mairie à Paris, en l'occurrence, par hasard, celle du 20e, hein, et on a dit, voilà, il y a un monsieur qui s'appelle Marc Ibéric qui est mort en 62. Alors, toc, 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 en 15 secondes, on sort l'acte de décès. Sur l'acte de décès, il y a effectivement la filiation que vous ne pouvez pas obtenir par l'acte de naissance, voilà. Et sur l'acte, sur la filiation, on a Ginette, on a le père du jeune homme et on a l'adresse des deux qui est 1 rue de la Gaîté, c'est-à-dire à l'endroit, il habitait à l'endroit où les Bach ont habité toute leur vie. Donc, à moins qu'ils aient partagé un appartement sans rien partager d'autre que cet enfant, on peut déduire avec une relative certitude que c'est le fils des deux. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a su qui c'était. Donc, quand vous avez une curiosité sur quelqu'un, l'acte de décès, l'acte de naissance, impossible. Et ils n'étaient pas divorcés, hein. Elle n'était pas divorcée de Claude, on n'a pas trouvé de traces de divorce, donc c'est un mystère. Bon, ça c'est la suite de l'histoire familiale. Alors après, pour votre autre question, la réponse peut se faire en plusieurs temps. D'abord, il est certain que la recherche médicale a plus axé sur la contraception féminine que sur la contraception masculine. Et il y a eu
des mouvements, des tentatives pour développer la contraception masculine, mais avec toujours en arrière-fond l'idée que c'est quand même une affaire de femmes. Donc, bon, il y a toute cette question-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'avortement. Mais c'est aussi pour ça que la loi Veil est importante, c'est-à-dire que la contraception, en principe, c'est 100%, mais ce n'est jamais 100%, on n'est jamais sûr, et donc il faut qu'il y ait toujours un recours. C'est pour ça que cette loi Neuwirth de 67 était fondamentale, mais elle était incomplète. Parce que si pendant que, oui, on pouvait acheter des contraceptifs, mais s'il y avait une ratée, ça restait un délit ou un crime, et c'était incomplet. Donc ça, c'est pour répondre à votre question. Ensuite, ce que nous a appris, je réponds un petit peu à côté, vous reprendrez si vous voulez la parole, ce qui nous a beaucoup surprise quand on a fait cette histoire, c'est que on était dans les années 50 et on pensait que les juges, les experts, tous ceux qui se sont penchés sur l'histoire de ce couple auraient chargé la femme et n'aurait pas chargé l'homme. Et non, ça n'a pas été ça. Et ça, c'est très intéressant et très important. Parce que ça veut dire que ces magistrats qui étaient pas tous hommes, qui étaient tous hommes, et dans les jurys, dans le premier jury, il y avait que des hommes, alors que depuis 45, les femmes votaient, donc elles pouvaient être jurées. Et dans le deuxième procès, il y avait une femme. Et c'est pas ça qui a fait changer la chose, mais donc ce qui est intéressant, c'est que ces magistrats qui n'étaient pas des révolutionnaires ni des féministes, ils ont jamais séparé le sort de l'homme et de la femme. Et ça, on ne l'aurait pas cru. Alors c'est pas exactement la question que vous posez, mais c'est toute la question de savoir dans la sexualité, est-ce que on fait une différence entre les différents partenaires? Est-ce que ça reste une question féminine, non pas masculine? Et vous dites, on est en 2019, la question est loin d'être réglée, même si il y a quand même des changements. Alors, si vous faites allusion à l'émission de l'autre jour, là, c'était France Inter, je me souviens plus, sur France Inter, la question qui était posée, c'est pourquoi y a-t-il au début du XXIe siècle un retour au naturel? Ben, il y a un retour au naturel qui est général, que l'on peut comprendre aussi dans l'inquiétude écologique, qu'on peut comprendre par rapport à l'industrialisation, à la médicalisation, mais toutes les jeunes femmes qui veulent revenir à des méthodes naturelles, alors là, je donne mon opinion, c'est pas un travail historique, mon opinion, elles se trompent, il n'y a pas de nature sans culture, c'était ça la fin que je voulais dire, sur lequel je voulais insister. Alors, on a cru qu'ils étaient placés. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup cherché aux archives municipales de Saint-Ouen. Et en fait, on s'est aperçu dans le cours de la recherche que c'était un couple qui était très entouré par leurs parents, les grands-parents. Il y avait une tante, il y avait le grand-père et la grand-mère paternelle et maternelle. Et donc, les enfants ont été pris en charge par les grands-parents. Ils n'ont pas été placés. En revanche, donc Ginette a accouché en prison du 5e bébé, qui était une fille. Elle l'a gardé 18 mois. Et à 18 mois, c'était la loi, on lui a retiré. Et elle aurait pu être... oui, ça c'est à ce moment-là, hein, les 18 mois, c'est à ce moment-là. C'est
La loi est de 45, je crois, ou 46. Avant, les mères pouvaient rester beaucoup plus longtemps avec leur enfant en prison. À partir de 45, on a considéré que c'était pas bien pour l'enfant d'être en prison. C'était bien d'être avec sa mère, mais c'était pas bien d'être en prison. Et donc, le jour des 18 mois de l'enfant, on le retirait à la mère. Et en principe, il était placé. Mais là, elle l'a confié à une tante. Et donc, la 5e enfant a passé pas si longtemps que ça, parce qu'il y a eu le procès et après ils ont été libres. Et de ce qu'on sait, mais on ne sait pas vraiment, ils ont repris leur vie commune avec leurs 4 enfants. Donc, ils n'ont pas été placés, les enfants. Ils ont eu la chance d'être avec les grands-parents ou la tante qui connaissaient depuis longtemps parce qu'ils se voyaient, ils habitaient les uns près des autres et les grands-parents les prenaient, les gardaient, etc., etc. Alors, j'explique quand même comment on a su ce qu'on a su. Hein. Ils sont donc en prison. Alors, elle, Ginette, petite roquette, Fresne dans le quartier des Nourrices, comme Daniel l'a expliqué, et Claude, apparemment, si on a bien compris, Fresne. Manque de peau, les dossiers de prisonniers de Fresne ont été échantillonnés et pilonnés. Ça veut dire qu'on n'a rien trouvé sur presque rien en dehors de l'entrée en prison des registres d'écrou sur Claude. Mais coup de chance, si je puis m'exprimer ainsi, Ginette, on lui retire son bébé à 18 mois, donc elle quitte Fresne pour une centrale pour femmes qui est à Haguenau, pas loin de Strasbourg. Et là, les dossiers n'ont pas été pilonnés. Quand Haguenau a été fermé, on a transféré les détenus, et les dossiers à Rennes. Vous savez qu'à Rennes, il y a une grande centrale où il y a toujours des femmes. Et les archives d'Haguenau sont aux archives départementales à Rennes d'Ille-et-Vilaine. Donc on a eu le dossier. Et là, on a eu la lettre de Ginette. Alors, on a eu d'abord le fait qu'elle s'est extrêmement bien occupée de sa petite en prison, parce qu'elle avait tout le temps de s'en occuper. Voilà, il n'y en avait qu'une, et puis tout le temps, elle avait, bon. Et surtout, on a vu la lettre où elle demandait si la petite pouvait être confiée à cette tante. Et si ma mémoire est bonne, les autres enfants étaient sous plus ou moins la tutelle de la mère de Ginette, mais ils ont quand même été placés, ce qui était très habituel à l'époque, comme on disait, en nourrice. Mais en nourrice, sans qu'il y ait une procédure voilà. Mais lui, le premier procès, il a quand même été déchu de la puissance paternelle, hein, ça, le premier procès. Je rajoute aussi que les services sociaux ont été alertés par la grand-mère quand elle a vu que les 2 petites filles étaient maigres, elle n'allait pas bien, et les services sociaux, d'une certaine façon, ont suivi. Elles ont été vraiment accusées de ne pas avoir bien suivi la famille, mais elles ont pu prouver qu'elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient faire. Il n'y avait pas de moyens, elles n'étaient pas beaucoup, elles avaient 200 familles à visiter à Saint-Ouen, mais jamais ils ont été accusés et jugés pour manque de soins, mais pas pour maltraitance. Alors après, on peut discuter si le manque de soins, c'est pas de la maltraitance, mais il n'y avait pas de traces de coups, oui, il n'y avait pas de rien, quoi. Vous avez dit que le planning familial de la maternité heureuse avait été fondé en 1956, mais la loi qui autorise la contraception, c'était en 1967. Donc, quel était le rôle de cette maternité heureuse / planning familial pour l'enfant? Eh ben, le rôle de planning avant c'était un rôle d'illégalité. C'est-à-dire que les consultations du planning, c'était des consultations d'explication et de fourniture de contraceptifs. Donc, c'était illégal. Mais ça montre aussi toute l'hypocrisie
et qu'il y avait autour de la contraception. Je ne parle même pas de l'avortement. C'est-à-dire que les médecins disaient faites attention, ça veut dire quoi faites attention le planning, lui, il disait pas faites attention, il fournissait, mais c'était illégal. Alors quand même, à partir de 60, la loi a été tournée par le fait que le planning était constitué en association et que les femmes devaient adhérer. Oui. C'est-à-dire que il y avait pas elles n'allaient pas chez le gynécologue, mais elles adhéraient au planning familial. Et ça a été le cas, je crois, à partir de 60. Le premier centre a été ouvert à Grenoble par un médecin qui s'appelait Fabre. Et ensuite, il y a eu un certain nombre de centres. Et puis une autre génération de militantes, Simone If. Bon, on avait contacté, qui ne connaissait pas cette partie d'histoire, comment elle s'appelle, Brunerie Kaufmann, Joël Brunerie Kaufmann. Donc après, il y a eu toute une génération. Les choses ont changé aussi avec une autre génération de femmes médecins. Vous voulez rajouter, vous connaissez peut-être mieux que nous. Pour les femmes, mais pas pour les mineurs. Pas pour les mineurs. Pas pour les mineurs. Pas pour les mineurs. Et alors, on a eu quand même, bon, on a vraiment fouiné autant qu'on pouvait. Hein. Et sur Wikipédia, il y avait écrit que Marie-André Lagroix-Veillalé avait été l'objet d'un blâme du Conseil de l'Ordre. On a réussi à avoir le dossier du Conseil de l'Ordre. Pas d'une façon illégale, on connaissait quelqu'un, il connaissait quelqu'un. L'avantage d'avoir quelques années de plus que vous, ça fait qu'on finit par connaître donc un ami médecin qui connaissait le docteur Avram, qui est président du Conseil de l'Ordre de Paris. Le fils de Marie-André Lagroix-Veillalé nous envoyait un mail d'autorisation. Donc on a constaté qu'il n'y avait pas de blâme. Enfin, en tout cas, le Conseil de l'Ordre. Mais on a quand même trouvé, je crois, 2 lettres. Les précautions extrêmes qu'a toujours pris Marie-André Lagroix-Veillalé de ne jamais indiquer une façon d'avorter. Donc elle a été d'une prudence extrême pour pas tomber sous le coup de la loi. Donc je ne sais pas si elle le raconte dans le dossier, jamais quand quelqu'un venait la consulter, une femme enceinte, elle donnait une adresse, jamais. Et on a quand même trouvé une lettre de plainte au Conseil de l'Ordre d'une dame qui se plaignait qu'elle avait prescrit des contraceptifs à une mineure. Donc déjà dans les années d'après. Donc, mais il n'y a pas eu de suite au Conseil de l'Ordre, hein, mais c'était dans son dossier au Conseil de l'Ordre. Donc vous avez raison sur la question des mineurs, et je rappelle aux plus jeunes que jusqu'à Giscard d'Estaing, qui a été, on va pas faire de politique là, mais quand même un président paradoxal parce qu'il est extrêmement moderniste par beaucoup d'aspects. La loi Veil, c'est pas, Simone Veil l'a toujours dit, elle porte son nom, mais c'est pas une loi. La loi Neuwirth, c'est le député Neuwirth qui a fait une proposition de loi. La loi Veil, c'est la loi Giscard. On devrait l'appeler la loi Giscard, normalement. Simone Veil dit qu'elle assume ce qu'on appelle la loi Veil. Mais la majorité était à l'époque à 21 ans. Avec aussi, il y a toujours des contradictions, parce que la majorité sexuelle, qui est finalement l'âge où on peut se marier, hein, on peut dire que c'est ça qu'on considère comme une majorité sexuelle, elle était, je ne sais pas à quel âge, 16 ans, 17 ans, voilà. Donc on est plein de contradictions, quoi. Je voudrais juste préciser un truc sur la loi Veil, c'est que la loi Veil a été effectivement adoptée majoritairement à l'Assemblée nationale, grâce aussi à l'époque au roi de la avec gauche. l'opposition de gauche. Grâce à la gauche. L'opposition de gauche, parce que la majorité de droite était extrêmement divisée. Et si la loi Veil est passée, c'est aussi grâce à la voix des voix du Parti socialiste et du Parti Absolument, 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 c'est très juste. Alors on en a parlé en 2016. Mais on avait toutes les deux des choses à finir, donc on s'y est mise en 2017 et on l'a rendu à l'automne 2018. On a mis 2 ans.
Ah non, on a fait d'autres choses. Non, mais en gros, c'est un travail de trois petites années. Mais on était deux. Et quand même, ça va plus pas vite. À plein temps, parce qu'on va pas oui. vous décrire nos emplois du temps, mais on a quelques obligations du côté de la génération d'avant pour moi et des générations d'après, plus un certain nombre de choses, d'articles, de machins. Donc, en fait, ce qu'on a pensé quand on a fini, c'est que ce temps long et un peu distendu, c'est-à-dire on n'allait pas tous les jours aux archives, c'est quelque chose qui nous a permis de beaucoup réfléchir et d'avoir des idées qu'on n'aurait pas eues. Je vais vous donner par exemple une idée. Quand Benjamin Veillalé, quand Évelyne Sulro a l'idée de la maternité heureuse, qui aurait dû s'appeler la maternité volontaire, mais elles se sont dit la maternité volontaire, ça va tomber sur le coup de la loi. Donc la maternité heureuse, ils font donc ce conseil d'administration avec que des femmes. Et c'est très largement Benjamin Veillalé qui est une autorité, qui a en plus une grande famille dans ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie israélite. C'est lui qui est à la manœuvre. Et il dit, on va mettre Thérèse Lindon, parce que Thérèse Lindon est la femme du procureur Raymond Lindon, et jamais on ira attaquer la femme d'un procureur. Bon, donc ça, on le sait. Puis brusquement, on réfléchit, et on se dit, tiens, quand De Rogy veut publier son livre, il le publie aux éditions de Minuit. Et en fait, il le publie aux éditions de Minuit parce que Thérèse Lindon est de la famille de... Thérèse Lindon, c'est la mère de Jérôme Lindon, la grand-mère de... Bon. Donc on se dit, tiens, ça serait intéressant d'aller regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment le livre a été publié. Donc on téléphone à Irène Lindon, qui commence à rigoler en disant « J'imagine pas du tout ma grand-mère dans ces histoires-là ». Et qui nous a reçus et qui nous a montré tous les documents. Donc on a vu par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure que chaque fois qu'il y a une intervention, donc c'est Marie-André Lagroix et ensuite Lindon, il y a toujours une enquête sur qu'est-ce qui se passe à l'étranger. Et Jérôme Lindon écrit lui-même des lettres aux différentes ambassades de différents pays pour qu'on lui dise quelle est la législation de l'avortement, de la contraception. Donc ça a été un plus dans notre enquête, et si on n'avait pas pris ce temps long, il y a probablement des idées qu'on n'aurait pas eues. Donc c'était pas tous les jours, mais ça a toujours été dans notre tête. Il y a eu le procès Bobigny pour la loi, pour la loi Veil. Non. Mais ça aussi, c'est ce qui nous a intéressé, c'est que quand on s'est dit qu'on allait travailler sur l'affaire Bach, on s'est dit l'affaire Bach c'est 53-55, la loi Neuwirth c'est 67, donc ça fait 12 ans, alors que Bobigny c'est 72-75. Donc vraiment, il y a eu un changement à la fois dans l'opinion et dans les milieux politiques. Bon, il y a eu 68 entre les deux, hein. Mais non, il n'y a pas eu d'autres affaires comme ça. Alors, la première réponse, elle est très claire. On a toujours été en binôme. Toujours, parce que c'était beaucoup plus plaisant d'être en binôme. Voilà. Donc, on a toujours été en binôme. L'écriture, on a alterné les chapitres, mais revus, mais repris. Donc, c'est vraiment un livre fait en commun du début à la fin. Voilà. La deuxième question, c'est qu'un procès comme celui-là n'a strictement rien à voir avec les procès que j'ai étudiés, c'est-à-dire essentiellement Nuremberg et Eichmann, parce que là, ce sont des procès tout à fait différents, quoi. Tout à fait différents, et en plus le droit est différent, donc ça ressemble plus, parce que Daniel n'a pas été au bout de l'histoire,
de son histoire de Ah oui. déserteur. C'est que ce qu'elle a oublié de dire, c'est que sa femme l'a tué. Voilà. C'est ça qu'elle a oublié de dire. Donc, si sa femme ne l'avait pas tué, ben, on ne connaîtrait pas cette histoire. Voilà. Donc, c'est Daniel qui avait l'expérience. Donc, je te passe. Oui, c'est ça. Donc, je disais tout à l'heure que le déserteur est amnistié en 1925. Donc, il reprend son identité masculine, sauf qu'il est complètement déboussolé. Il ne sait plus s'il est un homme, une femme. Il devient alcoolique. Il avait déjà commencé avant. Violent. Alors là, pour le coup, il battait sa femme et pas une seule fois. Vraiment, il était violent. Ils ont eu un enfant. Alors là, il y a aussi toute une histoire qu'on pourrait raconter. Pourquoi pendant 10 ans, quand il était en femme, ils n'ont pas fait d'enfant, et ils ont fait un enfant quand il est devenu un homme. Mais bon, enfin, redevenu homme. Et bref, un beau jour, elle le tue. Elle le tue, donc elle est arrêtée. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle est acquittée. Et pourquoi elle est acquittée? Parce qu'elle l'a tué, hein, ça, il y a pas de problème, c'est un assassinat. Elle le tue dans son sommeil, elle dit qu'il lui criait dessus, mais en fait non, c'était dans son sommeil. Et pourquoi elle est acquittée? Parce que l'avocat qui était Maurice Garçon, donc c'était un avocat connu et habile, a plaidé le fait qu'elle défendait son enfant parce qu'il était violent et qu'elle avait peur qu'il s'en prenne à l'enfant, que c'était une bonne mère, et lui finalement qui c'était? C'était un déserteur, c'était un anarchiste peut-être, c'était un travesti, alors quand même c'est pas moral, il battait sa femme, il avait rien pour lui, donc elle a été acquittée. Mais et c'est tout ça, on le sait à travers justement ces dossiers de procès qui, d'une certaine façon, ressemblent à celui-là, sauf que là, les instructeurs et les magistrats n'ont pas été très sympathiques avec la victime, et ils ont plutôt défendu l'assassine, qui a eu la chance d'être acquitté. Bien, sur cette note optimiste, merci à Daniel Weisman.